Donc, chapitre 10, vidéo 3. Grand 2, les avantages et les limites du modèle de libre-échange et du modèle protectionniste. Grand A, le libre-échange génère des gains et des pertes pour le consommateur et le producteur. Le libre-échange génère des effets positifs. Dans un premier temps, socialement, le commerce adoucit les mœurs. En effet, il est moins intéressant de faire la guerre à un pays avec qui on est partenaire commercial plutôt qu'avec un pays avec lequel on est ennemi. Par ailleurs, cela a permis aux populations d'échanger entre elles, non seulement économiquement, mais aussi socialement et culturellement. Chaque pays tire des avantages des contacts avec l'extérieur. Le développement économique pour les économistes semble passer par l'ouverture extérieure. En effet, on a rarement vu un pays fermé sur lui-même se développer. Le libre-échange préconise de laisser une totale liberté de circulation des biens économiques entre les pays, ainsi que la politique commerciale qui consiste à supprimer les entraves aux échanges internationaux. Le protectionnisme vise à favoriser les entreprises nationales et à pénaliser la concurrence étrangère, ainsi que la politique commerciale qui consiste à fermer ses frontières aux produits étrangers afin de favoriser les entreprises locales. Le libre-échange permet l'accroissement des marchés, l'intensification de la concurrence, et donc la baisse tendancielle des prix, et l'accès à une plus grande diversité des produits qui combinent donc leurs effets pour générer des gains de productivité qui bénéficient aux entreprises, aux consommateurs et à la croissance économique. Le libre-échange est supposé apporter des avantages aux consommateurs et aux producteurs par différents mécanismes. D'abord, un effet de dimension. Grâce à la spécialisation et à l'ouverture du marché mondial, chaque nation peut produire plus et plus efficacement. Les entreprises peuvent donc bénéficier d'économies d'échelle et d'effets d'apprentissage qui améliorent la productivité et font baisser les coûts de production. Elles gagnent en productivité. Ensuite, un effet de diversification. Grâce aux importations, les consommateurs mais également les entreprises ont à leur disposition une plus large diversité de produits pour satisfaire leurs besoins, de biens et de services de consommation ou de biens de production. Et enfin, un effet de concurrence. Le commerce international et le libre-échange permettent l'entrée de nouvelles entreprises sur les marchés qui sont largement en situation d'oligopole. La situation du marché, grâce au commerce international, se rapproche alors de la concurrence pure et parfaite, ce qui est favorable aux consommateurs et à l'économie tout entière. Finalement, les producteurs bénéficient de gains de productivité, d'un élargissement du marché, ainsi que d'une incitation à l'innovation pour maintenir leur compétitivité prix et hors prix, ainsi que des transferts de technologie qui leur permettent de moderniser leur appareil de production plus rapidement et de façon moins coûteuse que s'ils avaient dû eux-mêmes produire la technologie. Les consommateurs profitent de la baisse des prix, d'une hausse de la qualité, ainsi que de la variété, d'une diversité des produits induite par la multiplication des offreurs présents sur le marché et l'accélération de l'innovation induite par la concurrence. Toutefois, la concurrence internationale peut amener à la disparition de productions locales, étant donné que les producteurs locaux ne sont pas suffisamment compétitifs. Ils ne peuvent pas soutenir la compétition internationale, ils sont donc condamnés à disparaître. C'est le cas par exemple des industries textiles en France, qui ont subi la concurrence des pays où le coût de la main-d'œuvre est beaucoup plus bas. C'est aussi le cas du secteur agricole, dans les pays en développement qui se trouvent confrontés à des productions ultra subventionnées en provenance des pays développés. Par ailleurs, dans les pays développés, le libre-échange est aussi accusé d'entraîner une pression à la baisse sur les salaires et sur les systèmes de protection sociale, ce qui remet en cause le pacte social. De plus, le libre-échange suppose une spécialisation, c'est-à-dire l'abandon de certains secteurs d'activité moins productifs qu'à l'étranger. Il peut alors s'ensuivre une dépendance vis-à-vis des pays étrangers pour la satisfaction des besoins fondamentaux. Et pour finir, pour certains économistes, le libre-échange permet aux pays riches d'imposer un échange inégal aux pays en voie de développement. Le système économique mondial est en effet hérité de l'époque coloniale et permet aux pays du Nord de poursuivre l'exploitation des richesses naturelles des pays du Sud à leur profit. Les spécialisations auxquelles les pays en voie de développement sont plus ou moins contraints sont en effet peu avantageuses. Elles ont peu d'effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie, car elles ne nécessitent pas
d'investissement, donc pas d'accumulation de capital physique et pas de progrès technique. Pas plus qu'elle ne nécessite de main-d'œuvre qualifiée. Par ailleurs, les pays spécialisés dans les produits primaires ont été confrontés à une dégradation des termes de l'échange. Les prix des produits qu'ils importent ont augmenté plus rapidement que les prix de leurs exportations. Cette dégradation des termes de l'échange les oblige à produire sans cesse davantage pour financer leurs importations, sans pouvoir augmenter les quantités de produits importés. On parle alors de croissance appauvrissante. Les pays du Sud se retrouvent privés de ressources stables nécessaires au financement de leur processus de développement. Leur économie est totalement extravertie et leur croissance ne profite pas à leur population. Maintenant que nous venons de voir les avantages et les limites du libre-échange, intéressons-nous aux avantages et aux limites du protectionnisme. Grand B, les avantages et les limites liées aux politiques protectionnistes. On l'a vu avec Friedrich List, le protectionnisme permet aux différents pays de pouvoir protéger leur industrie, afin de leur permettre de se développer. Plus globalement, le protectionnisme permet à l'ensemble d'un pays de se développer sans la pression de la concurrence internationale. La France ou la Grande-Bretagne se sont enrichis sans être perturbés par la concurrence des pays les plus puissants et plus développés qu'eux. Par ailleurs, on peut souligner que le protectionnisme pourrait aujourd'hui réduire la pression internationale existante sur les salaires, et donc endiguer le processus déflationniste. Et pour les pays en développement, cela pourrait mettre fin à l'exploitation abusive des travailleurs et des ressources naturelles. Le protectionnisme présente cependant certains risques. En effet, si un pays impose trop de taxes ou de normes ou de barrières sur son marché aux autres pays, il y aura plus que certainement des représailles économiques ou politiques. Le protectionnisme peut par ailleurs supprimer les incitations à l'innovation. En effet, les entreprises sans la concurrence internationale va les faire se reposer sur un marché acquis. Cela va aussi déprimer la demande intérieure qui aura un accès moindre aux productions étrangères. Par ailleurs, les consommateurs voient leur pouvoir d'achat diminuer suite à l'augmentation des prix engendrés par les droits de douane ou d'impôt. De nombreuses justifications théoriques ou pragmatiques existent en matière de protectionnisme. Cependant, ce type de politique présente des inconvénients et des limites. Les importations sont parfois rigides à la baisse, en particulier quand le produit n'a pas de substitut ou n'est pas produit sur place. Dans ce cas, les mesures protectionnistes, qui se traduisent par une hausse des prix des produits importés, pénalisent le pouvoir d'achat des ménages, ce qui se traduit par un manque de croissance. Le pouvoir d'achat libéré par les importations à bas prix aurait pu bénéficier à d'autres secteurs. De plus, des produits importés plus chers engendraient une inflation importée. La hausse du prix des produits importés augmente les coûts de production des entreprises et se répercute sur les autres produits pour se diffuser à l'ensemble de l'économie, pénalisant ainsi la demande et la croissance. La diminution de la concurrence peut nuire aux consommateurs par insuffisance de la qualité ou par des prix élevés. Sur le long terme, les entreprises peuvent devenir moins performantes du fait de l'absence d'investissement et en particulier dans la recherche et le développement, puisque le protectionnisme diminue l'intensité de la concurrence à laquelle les entreprises sont confrontées. Finalement, le protectionnisme pénalise la croissance et l'emploi car la demande est moins stimulée et que le processus concurrentiel fonctionne moins bien. Voilà pour cette deuxième sous-partie et pour cette vidéo.